Bonjour. Bonjour. À tous les deux. L'enjeu n'aurait pas été aussi dramatique, on aurait presque pu en rire. Une mise en scène pathétique, un visage ravagé, puis plus de visage du tout lorsqu'il a choisi de parler uniquement par téléphone. Voici les délires du guide libyen Mouammar Kadhafi. سنعلن الزحف المقدس ايوه وانا راهو معمر القذافي قائد اممي انا دافع عني الملايين انا سنوجه نداء للملايين من الصحراء الى الصحراء. Qui fait ce genre de choses? Ce sont des jeunes fous. Ils ont été, comme je l'ai dit, drogués. On les manipule, on manipule nos enfants. Et pour moi, ceux qui sont derrière cette manipulation sont mes ennemis. Ce sont les vrais ennemis. Ceux qui fournissent les cachets de drogue à vos enfants, ce sont des criminels. Il faut les traduire devant les tribunaux. Cet homme est-il malade? Non, je pense pas. C'est la guerre, quoi. On oublie dans nos pays pacifiés, pour l'instant, que la guerre est le propre de l'homme. La guerre pour le pouvoir, c'est la violence. On a réussi par la démocratie à pacifier tout ça. Nos conflits ne sont plus militaires, ne sont plus armés, mais dans l'histoire de l'humanité, ça a plus souvent été comme ça que comme aujourd'hui. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est que ça soit pas arrivé plus tôt, c'est-à-dire que Ben Ali se soit enfui sans rien dire après quelques manifestations, quelques répressions. Quand même, il y a eu des morts. Que Moubarak, je m'attendais à ce que Moubarak tire davantage sur la foule. En fait, si j'ai bien compris, à chaque fois, c'est l'armée qui a choisi de dégager son chef et de garder le pouvoir, puisque c'est ça, pour l'instant, en quoi consistent ces fameuses révolutions. Maintenant, pour Kadhafi, on va voir qui... Moi, je crois que la politique est toujours un rapport de force, donc on va voir s'il gagne et tirer sur le peuple. Vous savez, c'est une question qu'on se pose depuis qu'il y a des révolutions. Et celui qui gagne, celui qui prend le risque de tirer sur le peuple, il joue à qui tout double. C'est-à-dire, après, on peut plus revenir en arrière. Il a tiré, il a massacré, donc après, ou il calme le pouvoir. Les Chinois, ça fait 20 ans qu'ils sont encore là, tranquilles. Ils ont massacré leur peuple en 89 et bien avant. Les Iraniens, pareil. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas tirer sur le peuple. C'est tout à leur honneur, depuis Louis XVI jusqu'à Gorbatchev, mais ils perdent le pouvoir. Vous voyez, tout ça est complexe. Deux choses, Eric. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la guerre est le propre de l'homme, et c'est vrai que l'histoire est tragique, voilà. Et qu'on aurait tort de l'oublier dans nos sociétés où le confort est devenu la norme définitive et dominante. Et c'était le spectacle qu'offre. Non, pardon, c'est beau. Le spectacle. Tu as raison. La nouveauté, c'est ça. C'est le spectacle. C'est le spectacle, mais c'est à la télévision. Ça change. Mais qui en même temps, c'est une tragédie. En même temps, c'est une tragédie de Shakespeare. C'est les deux, mais mise en scène par les moyens modernes. Par les moyens modernes. Donc, on a déjà là un événement très frappant, mais en même temps, c'est shakespearien. La mise en scène aussi. On croirait une pièce de Shakespeare vue à la télévision. Alors, le point où je suis pas d'accord avec Eric, c'est que les révolutions ne se sont pas faites seulement parce que l'armée n'a pas tiré, mais parce qu'on a eu des peuples qui ont pris le risque de la mort. Attends, je termine. Pardon. Peut-être que je t'ai pas compris, mais pour moi, ça me semblait l'élément essentiel, c'est à quel moment un peuple est prêt, des hommes, des femmes, des enfants même, sont prêts à risquer leur vie. Et dans tous, chez les Tunisiens, ce courage extraordinaire, chez les Égyptiens, pareil, et chez les Libyens, il y a ce moment où ils avancent, ils offrent leur poitrine aux chars, aux fusils, et c'est à ce moment-là que les fusils sont retournés ou pas. Nicolas, tu as raison, mais ce que je voulais dire, c'est pas, il n'y a pas eu de révolution parce que l'armée a fait ceci ou cela, non mais la révolution a réussi parce que l'armée a choisi son camp à un moment ou à un autre. Si l'armée avait choisi de tirer et de faire un bain de sang, je te répète, comme en Chine, ils y seraient encore. C'est ça que je voulais dire. L'histoire pour Mouammar Kadhafi, il dit qu'il est une autorité morale, donc il ne pourra pas partir. Ça veut dire quoi? Il va se tirer une balle dans la tête? C'est en tout cas le ministre de la Justice démissionnaire qui a dit qu'il devrait se suicider. Soyons simples. Ça veut dire que s'il gagne militairement,
il restera. S'il perd militairement, il mourra. C'est tout, c'est simple ça. Et je pense que il faut revenir à la question que vous posiez au départ, c'est-à-dire pourquoi on l'a soutenu. Parce que c'est ça la suite de la discussion. Tout à fait. Mais moi, je crois que l'histoire a un sens. Alors, je me trompe peut-être. C'est là où on n'est pas d'accord. Absolument. Je suis un progressiste en ce sens-là. Et je pense que ce à quoi on est en train d'assister, de Tunisie en Égypte, en Libye et au-delà, au fond, c'est un basculement de tout ce qui freinait l'histoire. Et en particulier le zémourisme, d'ailleurs, qui est lié à ça. C'est de ma faute si Kadhafi tire sur la foule. Pas tout à fait, je suis plus à seulement. Mais l'idéologie que tu aimes tant et à laquelle tu t'accrochais, au fond, nous avions deux idéologies qui se renforçaient. Deux idéologies, ou plutôt le clientélisme d'un côté, c'est-à-dire Éric Zemmour donnait le bras au CAC 40, si vous voulez. C'est-à-dire d'un côté, nous soutenons les grandes forces... Le vice au bras du crime. Voilà. D'un côté, nous avions au fond les forces marchandes qui demandaient la stabilité des pouvoirs autoritaires, et de l'autre, Éric Zemmour et les siens qui demandaient la stabilité des pouvoirs autoritaires pour nous protéger de l'islamisme. Voilà, puisque c'était le danger prioritaire. On ne pouvait pas penser autrement au milieu de tout ça. Sauf que, et j'en terminerai là-dessus, leur prétendu réel politique, c'était une politique sans réalisme. Il aurait fallu une duplicité minimale au moins, c'est-à-dire, au fond, s'appuyer sur d'autres forces, sur les forces populaires qui sont en train de prendre le pouvoir là et qui n'ont pas vu, qu'ils ne pouvaient pas voir et que nous ne pouvions pas voir à cause d'eux, parce que nous étions obsédés, parce qu'ils nous avaient obsédés eux-mêmes par cette espèce de, vraiment, d'obnubilation de l'islamisme qui ne représentait que la seule force en mouvement dans ce monde. Donc j'espère que maintenant il va faire son autocritique, parce qu'il est temps. J'ai attendu plusieurs semaines, et une fois il l'a esquissé, mais peut-être qu'il va y arriver. Mon cher. On va d'abord revenir sur le... Moi, je peux même pas répondre. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal. Bah non, c'est tout simple. On y revient après. Bon, on y revient après. Bon, on parle de cette diplomatie française. De toute façon, ça va être le lien. Ah bah ça va être le lien. C'est pas seulement la diplomatie, c'est l'idéologie aussi. Mais je suis d'accord, mais je vais répondre. Mais on va reparler de tout ça. Mais sur la diplomatie française et ses boulettes à répétition, on va revenir sur cette tribune de diplomates anonymes cette semaine dans Le Monde qui parle d'amateurisme de Nicolas Sarkozy et de ses proches. Qui fait la politique étrangère en France? Apparemment, c'est pas les diplomates, c'est pas non plus Michel Alliot-Marie. Non, mais... C'est Claude Guéant, Nicolas Sarkozy. Ça a toujours été le président. Quand même. Mais enfin, je laisse la dire, parole à depuis le Éric, général de Gaulle, on sait bien que dans ce pays, la politique étrangère, elle est faite à l'Élysée. Bon, donc c'est normal. Les affaires étrangères ne sert à rien. Donc non, un ministre des Affaires étrangères ne sert à rien. Et le prochain sera un pansement. Sauf en période de cohabitation. D'ailleurs, vous remarquerez que les deux meilleurs ministres des Affaires étrangères depuis Coupe de Murville ont été Juppé en 93 et Védrine en 97, parce qu'il y avait des pouvoirs de cohabitation. Et donc là, ils ont un vrai pouvoir, et en plus, c'était les meilleurs, donc ça a arrangé tout le monde. Mais pour le reste, oui, la ministre des Affaires étrangères ne sert à rien. D'ailleurs, on prend souvent les plus médiocres. Elle peut faire des dégâts, quand même. Elle peut ajouter des fautes aux erreurs. Mais d'accord, si en haut, il y a des erreurs en haut à l'Élysée, et qu'elle rajoute des maladresses, voire des contre-vérités, voire des mensonges, ce qui est le cas, là, c'est... Je suis d'accord, mais tu m'accorderas que... et on prend souvent, je dis, les plus médiocres, quoi. Je veux dire, depuis Douce Blazy et compagnie. Alors, qui sera le prochain ministre des Affaires étrangères qui ne servira à rien? Ah ben voilà une bonne question. Oui, mais sauf que là, on change. Là, on va changer. Là, on va changer un peu parce que le début de règne d'un président de la République n'est pas celui de fin de règne, surtout quand il s'est affaibli par des erreurs successives en matière de politique étrangère. Il faut mettre Juppé, alors. Et voilà, il n'y a pas d'autre. C'est simple, ça, au moins. D'une certaine façon, il n'y a pas d'autre solution parce que Juppé a déjà fait toutes les erreurs qu'il fallait faire, donc il en a tiré quelques leçons peut-être. Surtout, je le crois d'ailleurs. Il a cette intelligence-là. Il est le seul qui aujourd'hui, dans cette équipe de branquignoles qui s'était présenté comme des professionnels, émerge effectivement comme n'étant pas un amateur. Absolument. Voilà. Ça, on est d'accord là-dessus. Je voudrais revenir, parce que c'est le lien avec la discussion de tout à l'heure. Pourquoi la diplomatie française a soutenu tous ces régimes, Kadhafi en particulier? Mais parce qu'il n'y a pas que l'islamisme, et on le voit déjà. On va le voir de plus en plus. C'est que, en fait, Kadhafi et les autres avaient un pistolet sur la tempe de l'Europe qui est l'immigration. Et on voit bien aujourd'hui, avec les Tunisiens de Lampedusa, avec les annonces du ministre des Affaires étrangères italien qui prévoit 200 à 300 000 étrangers, immigrés libyens et africains, parce qu'il faut bien comprendre que les dirigeants tunisiens, libyens, marocains avaient des accords avec les gouvernements européens pour
tenir vaille que vaille, parce que ça rentrait quand même beaucoup, mais c'est une autre discussion, pour tenir vaille que vaille la barrière vis-à-vis des immigrés. On sait que, par exemple, que la police de Kadhafi arrêtait de façon assez brutale les Africains qui venaient pour émigrer en Europe. Tout ça, c'est pour ça aussi que les gouvernements français et européens soutenaient ces régimes-là. Ça, c'est la réalité, Nicolas. C'est aussi pour ça, sauf que c'était le pistolet. Et on va le voir. Je pense que c'est du fantasme total. Ah, mais c'est pas du fantasme. Et Lampedusa, c'est du fantasme. Je peux avancer un argument. Mais vas-y. Je pense que tu as raison. Il croyait tenir un pistolet sur la tempe. C'était un pistolet à bouchon. Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a bien vu. C'est toi-même qui m'as expliqué semaine après semaine qu'on n'arrivait pas à contrôler l'immigration. Donc, il faut croire que les accords qui étaient passés de gouvernement à gouvernement despotique ne fonctionnaient pas. Nicolas, c'est le premier point. Tu as 200 000 étrangers réguliers qui rentrent. Déjà. Oui. Ça, Kadhafi peut rien faire. Régulier. Oui. Ça, c'est nos lois et les conventions internationales. Mais c'est une autre discussion. Et tu as le reste. Alors, qui est arrêté très vite, puisqu'il paraît, le second point me semble pour l'instant de l'ordre du fantasmatique, et qu'on ferait mieux d'aider. Je comprends pas. Justement, Lampedusa, qu'on ferait mieux d'aider ces pays-là dans le processus démocratique et de faire un débat national sur cette révolution arabe. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, et donc consacrer ses forces, prendre des initiatives. De ce point de vue-là, Villepin a raison, pour effectivement aller au-delà et empêcher qu'une éventuelle immigration massive se déclenche. Mais si l'évolution démocratique souhaitée par ces peuples se réalise, les raisons d'émigrer seront beaucoup moins nombreuses que ce que tu crois et que ce que vous fantasmez. Jusqu'à présent, Lampedusa, c'était pas très clair non plus, parce qu'il y avait une partie des gens, source ministère de l'Intérieur, qui avaient été libérés, qui s'étaient enfuis des prisons et qui se précipitaient pour aller ailleurs, avant que l'ordre ne soit rétabli en Tunisie. Voilà. Ouais.